Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis, et comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose qui, si vous êtes lycéen, vous concerne très directement, notamment si vous êtes en classe de terminale, à savoir Parcoursup. Alors si vous ne me connaissez pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Irène, j'ai 20 ans. Je suis donc étudiante en double diplôme à Sciences Po Paris en licence de maths à Paris 1 et je suis actuellement en échange universitaire au Canada à Simon Fraser University pour donc ma troisième année d'études. Je suis donc passée également par cette case de Parcoursup il y a presque 3 ans maintenant, en 2022. Et je connais donc assez bien la procédure, le fonctionnement, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que je me suis dit que je pouvais avoir des petits conseils, des petites choses à vous dire qui pouvaient peut-être vous aider en vous partageant notamment des choses que moi j'aurais aimé savoir il y a 3 ans. Si on avait pu me le dire au mois de novembre ou décembre avant de me lancer dans mon dossier, ça m'aurait été très utile. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je souhaitais vous partager un petit changement qui va être que au lieu de publier le samedi à 8h, je vais déplacer mes publications au dimanche à 10h30. Donc il y aura une vidéo tous les dimanches à 10h30 du matin heure française, puisque c'est vrai que ça me laisse pour moi comme ça le samedi pour faire mon montage vidéo, ce qui est tout de même un petit peu plus pratique et compatible avec mon emploi du temps. J'espère que ce changement vous conviendra. Si d'ailleurs vous avez envie de soutenir mon travail et ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste sous la vidéo. Ça prend une seconde, ça ne change rien pour vous et pour moi ça me soutient particulièrement puisque ça me valorise vis-à-vis de l'algorithme YouTube. De même, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est pareil, ça prend une seconde et pour moi ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas si mon contenu vous plaît. Déjà pour ceux qui regardent cette vidéo et qui peut-être ne connaîtraient pas Parcoursup, que ce soit parce que vous êtes collégien ou parce que vous n'avez pas eu l'occasion de passer par Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme nationale, donc pour tous les élèves du terminal français, sur lesquels on retrouve une grande majorité des formations post-bac, formation universitaire, école, etc. et qui permet donc de déposer un dossier et de candidater à la quasi-totalité des formations universitaires, en tout cas toutes les formations publiques et un certain nombre de formations également privées. Parcoursup, ça peut se faire à différents moments, mais principalement en classe de terminale, puisqu'on s'oriente donc pour le post-bac en prévision du baccalauréat qu'on va avoir la même année, mais ça peut aussi se faire dans le cadre d'une réorientation, par exemple, si après 1 an ou 2 ans d'études, ou même beaucoup plus, on veut se réorienter et réintégrer donc un nouveau cursus. Parcoursup, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est extrêmement stressant pour les étudiants, pas parce que Parcoursup en lui-même, la plateforme est particulièrement mal faite, je ne vais pas du tout le décrier parce que personnellement je trouve au contraire que la plateforme est plutôt bien faite, ça permet de centraliser les demandes, les critères sont plutôt pas trop mal expliqués, ça permet aussi d'avoir une deadline, ça permet aussi d'avoir une date de fin de candidature qui est commune à la quasi-totalité des formations, ce qui est extrêmement pratique. Mais malgré tout, le fait simplement de s'orienter reste extrêmement anxiogène puisqu'en fait, on se dit que si on est accepté ou pas dans une école, finalement on va jouer notre avenir. Alors que en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça et ce ne sera pas le cas puisqu'en fait tout au long de notre vie on va avoir l'impression de jouer notre avenir. Le jour où on va devoir choisir un master, on va avoir l'impression de jouer notre avenir. Le jour où on va devoir choisir un premier métier, on aura l'impression de choisir notre avenir. Et en fait c'est un petit peu le cas de toute notre vie. Mais toujours est-il que je sais et que je suis passée par là à quel point cette période peut être anxiogène et à quel point on a vraiment l'impression de jouer notre vie complète en tant que lycéen. Alors cette vidéo ne sera pas concentrée sur des aspects vraiment techniques du type comment réussir une lettre de motivation. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire d'autres vidéos d'ailleurs sur conseils lettres de motivation, etc. N'hésitez pas à me le dire juste sous la vidéo en commentaire, comme ça je saurai que c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour éventuellement vous le proposer dans une vidéo. Mais ça va être vraiment des conseils généraux sur comment réussir votre dossier beaucoup plus largement et on va pas être tant dans des conseils vraiment techniques que dans une compréhension un petit peu plus globale mais qui va malgré tout pouvoir vous être très utile. Donc j'ai 10 conseils à vous partager pour bien essayer de vous aider à réussir le mieux possible votre dossier Parcoursup et donc à maximiser vos chances d'être accepté dans les formations que vous souhaitez et qui vous offriront en tout cas les débouchés que vous souhaitez viser aujourd'hui. Sur ce, je ne vais pas faire durer cette petite introduction plus longtemps puisqu'elle est déjà très longue et je vais passer tout de suite aux 10 conseils pour bien réussir votre dossier Parcoursup. On commence donc tout de suite avec mon tout premier conseil qui va être de commencer à réfléchir tôt. Parcoursup, c'est quelque chose qui a une importance assez capitale malgré tout pour notre continuité, notre avenir, notre poursuite d'études. Et donc c'est pas quelque chose auquel, si la date de fin de candidature c'est le 15 mars, c'est pas le 13 mars qu'il va falloir se mettre à réfléchir à Parcoursup. Pas du tout. Ça va être en fait un processus qui va se jouer pendant tout votre lycée. Décider de ce qu'on veut faire, découvrir des métiers, trouver des domaines qui nous intéressent, se projeter dans un métier, c'est des choses qui demandent énormément de temps, énormément de travail sur soi. Et donc c'est quelque chose bien sûr qu'on ne peut pas faire en quelques jours ou quelques semaines.
Et je crois sincèrement qu'il faut vraiment commencer à se projeter assez tôt, dès la classe de première, voire dès la classe de seconde. Le fait de faire cette projection tôt et d'avoir en tout cas des pistes d'orientation, ça va aussi vous permettre de réfléchir à tout ce qui peut booster votre dossier. Puisque vous le savez tout aussi bien que moi, si vous êtes dans Parcoursup ou que vous allez débuter la phase Parcoursup cette année, il y a des milliers de candidats, des dizaines de milliers de candidats. Certaines formations ont 5, 10, 15 fois plus de candidats que de places. Et vous n'êtes qu'une personne parmi cette masse énorme de lycéens, de terminale ou d'étudiants en réorientation. Et il est donc essentiel pour vous de réussir à vous démarquer. Et un des moyens de le faire, ça va être, si vous le réfléchissez suffisamment tôt, de trouver des moyens de démarquer votre dossier. Ça m'amène donc à mon deuxième conseil qui va être de choisir des options et des spécialités en lien avec votre projet d'études. En classe de première, on vous demande de choisir des spécialités, donc une sorte de filière où on vous dit, voilà, est-ce que vous avez plutôt envie de faire de l'anglais et des maths, plutôt envie de faire du sport et de l'art, plutôt envie de faire de l'histoire et de la philosophie. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de faire. Ce choix est pour moi une chance incroyable puisqu'on vous demande qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous intéresse, mais il peut aussi être très compliqué si on n'a pas réfléchi avant. En fait, il est important de réfléchir au moment de choisir ses spécialités, dans quoi est-ce que je me projette, et finalement, si je me projette pour devenir pilote d'avion ou si je me projette pour devenir prof d'histoire, forcément, les spécialités que je vais choisir ne vont pas être les mêmes, les options que je vais choisir ne vont pas être les mêmes. Pour être prof d'histoire, il sera beaucoup plus intéressant de prendre une option par exemple latin, civilisation ancienne, alors que pour être pilote d'avion, il va être beaucoup plus intéressant de faire une option de mathématiques poussées ou quelque chose comme ça, et ça va effectivement drastiquement changer en fonction de votre objectif de poursuite d'études, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'avoir au moins une idée de domaine. Est-ce que vous souhaitez vous orienter vers des sciences humaines, vers des sciences dures, vers un milieu médical, vers un milieu enseignant, vers la fonction publique. Enfin, il y a plein de domaines, mais il est extrêmement important de vous y mettre tôt pour faire les bons choix en termes de spécialité, puisque bien sûr, si jamais vous souhaitez intégrer finalement en terminale médecine, mais que vous avez choisi les spécialités géopolitique et sport, forcément, ce ne sera pas une réussite et votre dossier risque forcément d'être écarté puisque vous n'aurez pas les compétences et le bagage nécessaire pour pouvoir suivre les cours de médecine. Et lorsque les formations vous choisissent, l'idée de vous refuser sur une formation, n'est pas seulement de vous refuser pour vous refuser. L'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que cet étudiant a le potentiel pour réussir ou pas? Puisqu'en fait, vous acceptez si c'est pour vous mettre en échec derrière, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus pertinent. Mon troisième conseil, ça va être, parce que tout ce que je vous ai dit, ça peut être un petit peu inquiétant de se dire, oula, il faut que je décide assez tôt de ce que je veux faire de ma vie, etc., que j'arrive à trouver des orientations, des métiers qui m'intéressent, ça peut être très inquiétant. Mais mon troisième conseil, ça va être donc de demander de l'aide. Vous n'êtes absolument pas tout seul dans cette démarche. Que ce soit parce que vous avez des proches qui peuvent vous aider, c'est important de discuter avec vos parents, de vous dire, ok, vos parents vous connaissent très bien, ils connaissent votre caractère, etc. Et de discuter avec vos parents. Les parents connaissent mieux les métiers que nous, connaissent mieux la réalité du travail, connaissent notre caractère. Discuter avec eux, échanger, où est-ce qu'ils vous voient, dans quel type de domaine ils pensent que vous avez des chances de réussir et que vous avez des chances de vous épanouir aussi, ce qui est très important. Ils sont parmi les personnes les mieux placées, vos parents, vos grands-parents, votre famille, ou même vos amis d'ailleurs, proches, sont les personnes parmi les mieux placées pour vous dire et vous aider en tout cas à trouver votre orientation. Ensuite, bien sûr, il y a toute l'équipe académique, que ce soit vos CPE, vos professeurs documentalistes, vos professeurs principaux, vos professeurs de spécialité, la psychologue de l'éducation nationale, alors ce qu'on appelait autrefois la conseillère d'orientation, vous avez vraiment une foule de personnes qui sont là pour vous aider. Et si vous allez les voir, elles seront toujours extrêmement heureuses de vous aider et de vous apporter leur soutien. Ces personnes qui vous encadrent, qui sont dans l'équipe académique qui prend soin de vous au quotidien à l'école, au lycée, c'est leur vocation, c'est sincèrement ce que eux veulent faire, de vous venir en aide. Donc si vous leur demandez de l'aide pour votre orientation, ils seront ravis de pouvoir essayer de vous apporter le plus d'aide possible en essayant de vous orienter, en étant à la fois réaliste, puisqu'ils connaissent vos compétences scolaires. C'est sûr que si vous n'arrivez pas à avoir la moyenne en spécialité mathématiques, peut-être que vous orienter sur une prépa scientifique n'est pas la meilleure idée et risque de vous mettre en échec. Et vos professeurs vont être en mesure de vous aider à trouver à la fois ce qui va vous permettre de vous épanouir, mais aussi ce qui est réaliste et trouver la bonne balance entre vos ambitions et en même temps la réalité de ce à quoi vous pouvez accéder, dans lequel vous pouvez aussi réussir. Donc surtout, ne restez pas seul et n'hésitez pas à demander de l'aide le plus possible. Dès la classe de seconde, vous pouvez prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation, la psychologue de l'éducation nationale de votre établissement. Alors, elle n'est pas très souvent là, souvent dans les établissements, elle est là entre une demi-journée et une journée par semaine, mais justement, elle va bien pouvoir vous aider et vous proposer des métiers, essayer de vous trouver des domaines, vous dire ok, quelle spécialité vous conviendrait.
Voilà, toutes ces personnes-là vont pouvoir vous aider, donc surtout faites appel à elles. On passe ensuite à mon quatrième conseil, qui va être de faire des recherches directement sur les formations. Parce que c'est sûr que si vous avez décidé que vous souhaitez faire des sciences humaines, ou devenir cuisinier, ou devenir ingénieur en électrotechnique, c'est super. Mais malgré tout, il reste encore un gros travail à faire, puisque pour faire un métier, en fait, il y a très souvent une foule de possibilités et une foule de voies possibles. Vous allez pouvoir passer par l'université, par un BUT, par différentes filières même au sein de ces BUT, de l'université, des écoles, etc. Donc il est extrêmement important que vous preniez le temps de vous renseigner sur les formations, puisque ce sont bien elles que vous allez choisir de demander sur Parcoursup, et vous n'allez pas simplement demander un métier, mais vous allez vraiment demander une filière. Une des bonnes pistes, par exemple, ça va être d'aller sur les sites comme l'ONICEP, ONISEP, sur lequel vous allez trouver plein de ressources avec des fiches métiers. Par exemple, si vous souhaitez devenir vétérinaire, vous allez pouvoir chercher la fiche métier vétérinaire et regarder quelles sont toutes les écoles, toutes les formations qui vont vous permettre de devenir vétérinaire. Vous pouvez faire une classe préparatoire, faire une licence, faire une école, voilà, il y a plein de possibilités, mais on va un petit peu vous faire un récapitulatif de tout ce qui est possible, de toutes les voies par lesquelles vous allez pouvoir accéder. Et c'est extrêmement important de se renseigner sur ces formations pour trouver ce qui vous correspond. Parce que d'une personne à un autre, parce que d'un lycéen à un autre, peut-être que quelqu'un va être beaucoup plus épanoui et beaucoup mieux réussir s'il est en classe préparatoire pour devenir vétérinaire, et à l'inverse, quelqu'un d'autre va beaucoup mieux réussir s'il est simplement en licence pour devenir vétérinaire, ou à l'inverse dans tout autre type de formation privée, etc. Donc c'est vraiment très important que vous vous renseigniez sur les formations, leur niveau, le volume horaire, leur localisation, leur débouché, l'éventuelle vie associative, etc. C'est sûr que si vous allez en classe préparatoire, vous n'aurez pas du tout le même quotidien que la vie associative que si vous allez à l'université, et peut-être que l'un ou l'autre va mieux vous correspondre. C'est entièrement à vous de faire ces démarches-là pour essayer d'identifier où est-ce que vous vous sentirez le plus à l'aise et le plus épanoui. Ça m'amène à mon cinquième conseil, qui est d'aller vous renseigner directement sur Parcoursup. À partir du 18 décembre 2025, cette date change un petit peu tous les ans, donc si vous regardez cette vidéo l'année prochaine, peut-être que la date ne sera plus exacte, mais en tout cas pour cette année 18 décembre 2024, pour la séquence Parcoursup 2025, vous aurez accès à la carte des formations. C'est-à-dire que vous pourrez aller sur Parcoursup, le site parcoursup.gouv.fr, et sur ce site de Parcoursup, vous allez pouvoir consulter l'ensemble des formations que vous allez pouvoir demander. Ça fera un petit peu comme une sorte de catalogue où vous aurez des filtres. Vous pourrez filtrer, dire par exemple, ben voilà, moi je recherche tous les BUT GE2I par exemple, et donc vous allez pouvoir filtrer, vous allez pouvoir chercher par zone géographique, vous allez pouvoir chercher par taille d'école, enfin il y a vraiment plein de possibilités pour chercher ces formations, mais en tout cas c'est dans ce catalogue que vous allez connaître toutes les formations qui vous seront accessibles. Et pour moi, il est très important de se renseigner du coup dès le 18 décembre, parce que ça va vous permettre d'affiner vos choix, de vous dire, bah voilà, en BUT GEI par exemple, eh bien, j'ai 75 écoles en France qui me proposent de faire ce BUT, et donc je vais pouvoir choisir les écoles qui me correspondent le plus, parce que géographiquement elles me parlent, parce qu'elles proposent une spécialité très particulière qui m'intéresse, etc. Et c'est via cette espèce de catalogue Parcoursup que vous allez notamment pouvoir le faire. De même, il est important d'aller donc très tôt sur Parcoursup pour connaître quelles sont réellement les écoles et être sûr d'avoir un panel complet, une vue complète de toutes les écoles qui s'offrent à vous. Mais il est aussi très important, de manière générale, de connaître le calendrier Parcoursup. Parce que c'est un calendrier qui ne laisse aucune place aux dérogations. C'est-à-dire que si le 16 mars, vous vous rendez compte que Parcoursup fermait le 15 mars, ce sera trop tard. De même si le 14 février, vous vous rendez compte que le dossier ferme le 15 et que vous avez que jusqu'au 15 pour choisir vos formations et qu'ensuite c'est simplement le temps de compléter votre dossier, vous risquez d'être complètement débordé et en fait de courir après le temps et donc de bâcler votre choix final d'école parce que vous n'aurez pas suffisamment prévu de temps. Donc il est très important de dès maintenant vous renseigner sur le calendrier et pour vous faire une sorte de rétro-planning et d'être certain d'avoir le temps de faire chaque chose, vous renseigner, choisir vos écoles, préparer vos dossiers, écrire vos lettres de motivation, etc. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait à la dernière minute et il est très important que vous preniez le temps de le faire. On passe maintenant au sixième conseil et qui est pour moi un des conseils les plus importants. Ça va être de remplir vos 10 vœux, puisque sur Parcoursup vous pouvez faire jusqu'à 10 choix, voire même plus que ça parce qu'en réalité certains choix en englobent d'autres. Par exemple, vous pouvez demander une classe préparatoire. Si vous demandez une classe préparatoire, vous allez pouvoir demander plusieurs filières de classe préparatoire. Par exemple, vous allez choisir une classe préparatoire MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Ça vaudra pour un vœu. Et ensuite, vous allez pouvoir demander cette même formation dans plusieurs établissements différents. Et ça, ce sera des sous-vœux. Vous avez le droit à 20 sous-vœux. Toujours est-il que l'important pour moi, c'est de remplir vos 10 vœux. Vous avez 10 vœux, vous n'avez rien à perdre à mettre ces 10 vœux.
De toute façon, si vous êtes accepté dans une formation qui, au final, n'est pas celle que vous souhaitez intégrer, vous n'aurez rien à perdre, vous n'aurez qu'à la refuser et prendre une autre formation dans laquelle vous avez été accepté et qui vous plaît plus. En revanche, si vous n'êtes pas accepté dans la formation qui vous plaît le plus, avoir ces sortes de formations de secours, ça sera extrêmement utile, puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre de ne pas rester un an sans rien faire, sans réponse. Non, vous aurez un choix, certes qui ne sera peut-être pas votre choix absolu de cœur, votre coup de cœur, mais vous aurez quand même des choix, vous pourrez faire des choses, et il y a toujours moyen par différentes passerelles ensuite de réintégrer l'objectif réellement que vous souhaitez initialement. De même, il est très important que ces 10 vœux ne soient pas tous aussi sélectifs les uns que les autres. Si vous demandez médecine par exemple, si vous demandez Sciences Po, si vous demandez un BUT, si vous demandez une classe préparatoire, toutes ces formations sont extrêmement sélectives. Il y a beaucoup plus de candidats que de places. Et donc mécaniquement, il y aura des déçus. Et il est extrêmement important, même si vous avez confiance en votre dossier, de mettre des vœux qui ne soient pas très sélectifs. Et de mettre au minimum un vœu qui ne soit pas sélectif du tout. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais un dossier qui, a priori, ne posait aucun problème. C'est-à-dire que j'avais 18,5 de moyenne, des engagements associatifs, plein d'options, excellent élève, que des commentaires très positifs, etc. Mais malgré tout, on ne sait jamais. Peut-être que je n'étais pas la meilleure et peut-être qu'il avait plus de candidats au-dessus de moi que de places dans ma formation. Donc dans le doute, il était extrêmement important, il était essentiel que je demande des formations qui ne soient pas très sélectives. Donc j'avais demandé des formations à l'université, moins sélectives, et j'avais même demandé une formation non sélective, c'est-à-dire qu'elle était indiquée à 100% d'accès. C'était une licence MIAGE, donc licence mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Il me semble en distanciel ou quelque chose comme ça, peut-être à Nanterre, ou enfin quelque chose comme ça en tout cas. Et il y en avait un certain nombre, il y avait des formations en langue par exemple que j'avais regardées qui pouvaient aussi m'intéresser, enfin bref. Il y avait pas mal de choix, et c'était des formations à 100% d'accès. C'est-à-dire que par rapport à l'année précédente, tous les élèves qui avaient demandé cette formation avaient reçu une proposition. Et pour moi, c'était une sorte de garantie de me dire que j'étais pratiquement sûre, si cette formation avait 100% d'accès l'année dernière, qu'elle aurait au minimum peut-être 90 ou à nouveau 100% d'accès, en particulier une formation en distanciel où les places sont beaucoup moins limitées, puisqu'il n'y a pas de critères de place dans les amphithéâtres, etc. Et donc d'être sûre de ne pas me retrouver sans rien. Je vous recommande, je vous conseille, je vous impose presque finalement de faire ça parce que même si vous avez absolument confiance en votre dossier, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer et il faudra toujours mieux faire pendant un an quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment et re-rentrer ensuite dans le cercle de Parcoursup que de rester un an sans rien faire ou en tout cas sans projet. Si vous avez d'autres projets personnels, ça peut être pertinent de prendre un an d'année de césure, mais sinon il est vraiment important de ne pas rester un an sans rien faire et de bien poursuivre vos études, d'autant plus que lorsqu'on arrête les études, il est très souvent très compliqué d'y revenir. On passe maintenant à mon 7e conseil qui va concerner principalement ceux qui demandent des formations sélectives avec plutôt peu de candidats, donc des formations de type BUT ou ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'à l'université, ce conseil va moins s'appliquer. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va être de prendre le temps d'écrire vos lettres de motivation. Pour chaque formation, vous pouvez ajouter un projet motivé qui explique pourquoi vous souhaitez faire cette formation, qu'est-ce que cette formation va vous apporter, qu'est-ce que vous allez apporter à la formation, pourquoi est-ce que vous souhaitez la demander et absolument l'intégrer, etc. Il est absolument essentiel pour, alors moins pour l'université puisque avec la masse de candidats, ces lettres ne seront pas nécessairement lues, mais pour des formations plus petites avec moins de candidats, vos lettres seront lues, seront valorisées et il est donc essentiel de prendre le temps de bien les écrire en repérant par exemple des mots-clés si vous allez sur le site internet de l'école. Essayez de repérer les mots-clés, quelles sont les ambitions de l'école, est-ce que c'est par exemple excellence, rigueur et ouverture internationale, est-ce que c'est technicité, tolérance et pluridisciplinarité. Voilà, selon les mots-clés de votre école, vous allez pouvoir adapter votre lettre de motivation et la personnaliser. Et si c'est le cas d'une formation sélective avec peu d'étudiants, comme c'est le cas notamment à Sciences Po avec les dossiers qu'on a à rendre, il est absolument crucial de prendre le temps de faire ces lettres. Ça m'amène à mon 8e conseil qui est de faire attention à l'orthographe. L'orthographe vaut bien sûr pour ces lettres de motivation, mais aussi de manière plus générale lorsque vous remplissez votre dossier, l'orthographe ou n'importe quel champ que vous remplissez. Si vous vous trompez dans votre adresse mail par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes lors des réponses aux écoles. Si vous vous trompez dans votre numéro de téléphone, de même. Si vous perdez votre mot de passe, c'est pareil. Dans tous ces cas-là, il est donc important de faire attention à l'orthographe et de manière plus générale à la manière dont vous remplissez avec attention tous ces champs
Parcoursup n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ça reste très important. Donc vraiment, s'il vous plaît, mettez-y le temps nécessaire. Ne faites pas ça en remplissant votre dossier Parcoursup dans le bus alors que votre réseau est instable et que vous êtes en train de courir parce que vous êtes en retard au lycée. Vraiment, prenez le temps de faire ça, si possible avec quelqu'un à côté, peut-être vos parents pour relire, vérifier, corriger. Vos parents, un frère, une sœur, vos grands-parents, n'importe qui, mais quelqu'un qui va pouvoir vous aider et être sûr qu'il n'y a pas de bêtises de fait. Mon 9e conseil, ça va être de bien remplir toutes les cases. Et lorsque je dis bien remplir toutes les cases, je pense en particulier à 2 cases qui peuvent parfois être délaissées par les élèves et que je pense extrêmement dommage et que vraiment je vous incite très fortement à remplir. La première case, ça va être la case activité et centre d'intérêt. Mais je vais me concentrer sur cette case un petit peu dans mon dernier conseil en vous expliquant pourquoi est-ce qu'il est important de la remplir. Mais voilà, ça va de toute façon valoriser votre dossier. Et l'autre case, ça va être la rubrique ma préférence. Souvent on se dit mais à quoi ça sert puisque sur Parcoursup les vœux ne sont pas hiérarchisés donc ça sert à rien, de toute façon j'aurai une proposition etc. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc je vous recommande à 100% vraiment de remplir cette case là en indiquant quel est votre projet. Et ça peut être un projet de métier, ça peut être un projet de filière, ça peut être un domaine. Vous pouvez dire par exemple je souhaiterais devenir mécanicien donc j'aimerais intégrer une filière appliquée de mécanique par exemple, un BUT mécanique ou telle formation, etc. Et en tout cas, en indiquant quel est votre projet final, quels sont les types de filières qui vous intéressent, plutôt l'université, plutôt des formations techniques, plutôt une classe préparatoire, et en indiquant aussi simplement un domaine, vous souhaitez travailler dans l'informatique, dans un métier plutôt manuel, etc. Ça va permettre, dans le cas où vous n'auriez pas de réponse positive sur Parcoursup, à la commission d'examen des dossiers de vous proposer des places dans des formations dans lesquelles il resterait des places au final et de s'assurer de vous proposer quelque chose qui vous correspond. Parce que si vous souhaitez devenir mécanicien mais qu'on vous propose une formation de pâtisserie ou de sociologie, vous n'allez pas être du tout intéressé et si vous n'avez pas répondu à cette case ma préférence, vous risquez de perdre du temps dans ce processus de proposition et le temps est crucial puisque du coup votre place risquerait d'être prise par un autre étudiant qui lui non plus n'aurait pas eu de réponse et serait finalement intéressé par cette fameuse formation mécanique qui du coup pourrait vous échapper. Et je termine donc avec mon 10e conseil qui concerne la case activité et centre d'intérêt. Alors, cette case est assez souvent négligée par les étudiants et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que cette case est vraiment... cette rubrique, puisqu'elle a plusieurs cases, plusieurs sous-questions, vous propose réellement de montrer que vous n'êtes pas seulement des notes, mais que vous êtes quelqu'un, vous êtes un individu, vous avez des centres d'intérêt, vous avez des loisirs, vous avez des valeurs, vous avez eu des expériences dans la vie, et toutes ces choses-là sont des choses qui sont valorisables. On ne vous demande pas de faire une liste, surtout pas. L'idée ce n'est pas de dire alors j'ai fait du judo pendant 5 ans, j'ai appris à jouer du piano pendant 3 ans, ensuite j'ai fait du basket, et puis ensuite j'ai été bénévole chez les scouts. Super, non, pas du tout, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande c'est de dire j'ai fait du judo pendant 3 ans. En fait, j'ai aimé le judo parce que ça m'a apporté telle capacité, parce que j'ai développé telle compétence et finalement c'est nourrir mon projet parce que je m'en suis rendu compte que telle et telle valeur était importante pour moi. L'idée ça va être de vous appuyer sur ce que vous avez fait, qui a modelé votre parcours, pour en tirer quelque chose, des compétences, une explication de ce que vous souhaitez faire et d'en faire quelque chose de valorisable. Parce que finalement, beaucoup de gens vont avoir fait un jour dans leur vie du judo, du basket, du tennis, de la natation, de la danse ou je ne sais quel autre sport, ou d'ailleurs activité extrascolaire, mais vous pouvez faire la différence en montrant que vous êtes une personne, que vous avez des valeurs, que vous avez des attendus, que vous avez des compétences qui ont été développées en dehors de l'école et qui vont vous permettre aussi de faire la différence puisque entre 2 élèves qui auront tous les deux 14 de moyenne en spécialité maths et en spécialité physique-chimie, et bien potentiellement que la différence va se faire sur justement cet élève qui aura développé son goût pour la physique-chimie en participant aux Olympiades et qui se sera rendu compte qu'en fait il aimait l'aspect technique parce que lors de son stage de 3e, il a fait son stage au sein d'un laboratoire de recherche en physique et qu'il va avoir pu développer des compétences humaines et relationnelles parce qu'il fait du bénévolat pour une association, etc. En bref, c'est vraiment cette case-là qui va vous permettre de vous démarquer et de dire entre 2 élèves qui auront chacun 11 de moyenne en anglais, quel est l'élève qui aura finalement le profil le plus intéressant pour l'école parce que ce sera lui qui sera réellement un individu et qui aura démontré une réelle motivation, un réel intérêt pour faire quelque chose de sa vie et choisir par lui-même de développer des compétences, etc. qui ne sont pas purement académiques. Voilà pour mes 10 conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue
et que je ne vous ai pas perdu dans mes explications. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce type, des vidéos peut-être plus techniques, des vidéos où je vous parle de mon parcours personnel, donc que ce soit sur comment écrire une lettre de motivation, que je vous parle de mes vœux Parcoursup, de comment ça s'est passé pour moi, etc. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, puisque je poste une vidéo chaque dimanche maintenant à 10h30. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.